les militaires et les gendarmes burkinabés, depuis que le président Sankara est mort, accusent la France de manière claire. Les Français sont venus un jour après l'assassinat de Sankara, de l'immortel Sankara, 16 octobre, un jour, 16 octobre 97, je crois. Oui, 87, pardon, 87, je vous avoue que l'on m'excuse. Le lendemain, le 16. Les gendarmes français ont débarqué, on précise bien, un certain capitaine Barry, pour effacer les écoutes. Pour effacer les traces, effacer les écoutes, pour qu'il n'y ait pas de traces. Alors, effacer, mais amener les vraies écoutes en France. Vous suivez mon regard. Oui. Et monsieur Macron, le Jupitérien, quand il est arrivé à Ouaga lors de son dernier voyage, il a promis de déclassifier les documents pour qu'enfin la vérité soit connue et que la justice avance sur la question. Et à la dernière minute, comme d'habitude, il a fait un tour de passe-passe pour commencer à distinguer, n'est-ce pas, archives diplomatiques et archives secret défense. Allez comprendre quelque chose. C'est-à-dire, allez comprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on cache dans l'affaire? Les traces, les éléments clés de cette affaire, de l'effacement des écoutes téléphoniques, qui sont la clé qui permet de voir exactement qui est au cœur de l'affaire. Historiquement, nous connaissons déjà la vérité. La France, à travers Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, a décidé de tuer celui qui incarnait la révolution africaine. De le tuer. Et comme d'habitude, on a fabriqué des nègres, des sosies noirs, pour exécuter la basse besogne. Et vous, maintenant, j'entre dans le fond, vous comprenez comment on tient les chefs d'État africains. Comment on fabrique des faux présidents qui sont en fait des agents. Imaginez-vous, à travers les écoutes qu'on a effacées, mais qui en réalité sont conservées en France, sur secret défense, qu'on nous dit aujourd'hui qu'il ne faut pas confondre ça avec les archives diplomatiques, n'est-ce pas, pour justifier que ça soit toujours non déclassifié, malgré la promesse du Jupitérien, n'est-ce pas, du Jupitérien, qui n'est pas un être humain. Donc, malheur à ceux qui ont cru à ces promesses. Donc, alors, jusqu'aujourd'hui, la vérité ne sera jamais sûre. Mais vous voyez comment on tient nos présidents. Qu'attendez-vous d'un président? Celui qu'on a appelé Blaise Compaoré, lorsque on le fait chanter comme ça, matin, midi, soir, on fait peser sur sa tête l'épée de Damoclès qu'on va te livrer parce que on va dire que c'est toi qui as tué ton frère, chez qui tu mangeais, chez qui tu as grandi. Jusqu'à aujourd'hui, les parents de Compaoré et ceux qui, dans la famille, demandent à M. Compaoré de revenir manger à la maison. Ce qu'il n'a pas fait depuis. De revenir, il n'est plus burkinabé, il est maintenant ivoirien. Donc, reviens manger où tu avais l'habitude de manger hier, pour vous démontrer l'abjection qu'il y a derrière l'affaire. Donc, voilà comment on fabrique des agents qu'on appelle présidents, on place à la tête de nos États. Comment tu peux arriver au pouvoir de cette manière? Que peux-tu apporter à ton peuple, M. Ngo? C'est ça qu'il faut interroger. C'est-à-dire, le fond de l'affaire, c'est ça. C'est-à-dire, comment on place les gens comme présidents chez nous. M. Compaoré était l'ami intime de Sankara. C'était son frère, il mangeait chez lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme Sankara brillait, illuminait le continent de la véritable lumière révolutionnaire, la France, ennemi du continent africain, ennemi du continent africain, et ennemi que nous allons écraser. On va écraser, si elle n'est pas déjà écrasée. La France sera écrasée, c'est clair. Du moins, cette France-là sera écrasée. Pas l'Afrique qui est debout. La France organise, par le truchement de M. Houphouët-Boigny, une calamité pour l'Afrique, M. Houphouët-Boigny. Avant de le faire, on colle à M. Compaoré comme épouse une proche de M. Boigny pour le tenir. Il tue son frère et il engage ce qu'il appelle la rectification. Et cette rectification, bizarrement, n'a jamais atteint le 1 millième du bilan de la révolution, de 4 ans seulement. En 4 ans, Sankara a changé le mode de vie. Il a changé la vie au Burkina Faso. En 4 ans, Sankara a inventé. Il a fait ce qu'on appelle bonne gouvernance, avant que le FMI ne le copie, pour commencer à implémenter ça. Il a fait. Il a démontré qu'en une année, on change la vie de ses compatriotes. Quand on est sérieux, quand on aime le peuple. Ce monsieur n'avait pas de salaire. Là, on comparait est venu rétablir un train de vie artificiellement bourgeois, sous-bourgeois d'ailleurs, pour que les princes s'engraissent au détriment du peuple. Le président Sankara travaillait pour rien. 150 000 francs de salaire. Sa femme ne touchait plus que lui. Il roulait en Renault 5. Gosse. On ne voulait pas voir ça. Qui devait encore acheter les voitures françaises? L'argent devait encore transiter par où pour aller en France? On l'a assassiné, M. Ngo. Ça, c'est le premier élément de fond, l'enjeu de l'affaire. Le deuxième enjeu, M. Ngo, que je vais soulever, c'est quoi? C'est que vous voyez encore une fois de plus ce qui se passe. Tout ce procès, observez bien, les qui sont devant, les qui ont mis en avant. La France se présente comme le pays béni comme d'habitude, le pays gentil, qui aide à la justice. Elle aide à la justice. Alors qui est devant? Et personne ne va pleurer sur cette racaille de Compaoré. Qui va pleurer sur lui? Mais une fois le plus qui est devant, c'est Compaoré, c'est le général Djendéré, c'est eux qu'on met en avant.
personne, on ne parle plus de la France, elle va se blanchir comme d'habitude. Et les nègres vont s'entretuer. Mais c'est la France qui a tué Sankara. Il faut le dire. Parce qu'on veut tout faire pour dire que Compaoré, bien sûr, c'est un minable exécutant. Oui. Je répète, personne ne va se plaindre du sort de Compaoré. Minable comme il est. Et misérable, personne. Mais de grâce, il ne faut pas blanchir la France en mettant seulement en avant M. Compaoré. En mettant seulement en avant les Diendéré. Mais il faut rappeler que ce crime abject porte l'estampille de la France qui a conçu le projet, qui l'a organisé, qui l'a financé sur le plan logistique et sur le plan financier, et qui a placé et qui a mis devant, comme d'habitude, un nègre maudit qu'on appelle Compaoré et tous ses complices. Alors, c'est très important de rappeler ça si on veut comprendre pourquoi comment on dit ça, on entretient la haine du noir contre le noir au profit de la France. C'est la France qui est devant là. Il faut que les gens comprennent ça si on va avancer dans ce combat. Et on va avancer. Parce que sinon on passera le temps en s'entretuer. Il faut être ferme envers les traites. Ça c'est clair. Mais sans dédouaner la France. Et le deuxième enjeu que je soulève, il y a une figure symbolique, Achille Mbembe, qui pendant des années s'est caché et a fait rêver des étudiants naïfs. Alors que nous on le dénonçait depuis. Vous voyez des gens comme ça qui font croire que les problèmes de l'Afrique viennent des dirigeants de manière fondamentale, que le problème de l'Afrique ce sont des présidents, et qui aujourd'hui volent au secours de M. Macron. C'est-à-dire que la logique de Mbembe c'est quoi? C'est que dans l'affaire-ci, il ne faut pas accuser la France. Donc c'est un dictateur africain, comme si Compaoré peut être un dictateur. Mais il ne faut pas confondre un sous-préfet et un dictateur. Un dictateur est d'abord souverain. Hein. Oui. Un dictateur d'abord, pour dictateur, il faut être d'abord souverain. Et maintenant, vous utilisez la souveraineté à vos fins personnelles. Nous, on a les arguments scientifiques pour débattre, pas les calomnies du quartier. Mais quelqu'un qui n'est pas un pion, un souffle, peut pas être dictateur. Comment? De quelle affaire ça? Alors, donc, d'après la logique d'Achille Mbembe, dans l'affaire-ci, la France, c'est la mère patrie qui cherche la justice, qui arbitre les haines internes des Africains entre eux, et sans la France, ils vont s'entretuer. Et vous voyez comment, monsieur, il vaut le secours de M. Macron. M. Mbembe dit que non, il ne faut pas causer avec les dictateurs. Mais il va s'asseoir avec un nazi. Macron, c'est un nazi. C'est un vrai nazi, ce monsieur. Il tue les Français. Il tue les Africains. Il est en tête du projet d'extermination de la population mondiale, M. Macron. Et voilà l'ami d'Achille Mbembe. Et il faut le dire. Le deuxième enjeu, c'est ça. C'est-à-dire, ces intellectuels nazis, ces universitaires, c'est-à-dire, agents organiques nazis du XXIe siècle, il faut leur dénoncer, M. Ngos. Parce qu'ils font confondre universitaires et intellectuels. Parce que les terres là vont sortir, hein, et pour masquer les vrais enjeux de ce procès. Le troisième enjeu, il est symbolique. Pourquoi? Regardez la coïncidence des événements. La racaille Compaoré, en attendant qu'on convoque la France, parce que c'est la France qu'il faut convoquer. Tous ces procès seront purement minables si la France n'est pas convoquée au tribunal. Et ça va arriver. Ça va arriver, M. Ngos. Si actuellement les présidents africains peuvent le faire, nous on le fera. Ça va arriver. Donc, coïncidence des événements, M. Compaoré est convoqué à comparaître sur cette affaire quand Gbagbo est libéré. Ils sont ministres, ça vous dit rien. Cette racaille qu'on appelle Compaoré, hébergeant les terroristes au Burkina, avait dit à Gbagbo, on va t'envoyer à la Cour pénale. C'est ce qui est arrivé, non? Maintenant que le héros mondial est réhabilité, maintenant qu'on va fermer la CPI, organisation criminelle, maintenant que lui et son ministre sont réhabilités, c'est-à-dire on n'a rien trouvé, rien, ils sont blancs comme un chemise. La vérité rattrape la racaille Compaoré, c'est ce qu'il est réellement, un minable. Nous proposons au président Gbagbo et son ministre, quand ils vont rentrer, de visiter M. Compaoré et de lui demander s'il est ivoirien ou bien s'il est burkinabé. De le visiter. Je suis très sérieux. Ça, c'est le quatrième enjeu. Il est symbolique, mais il est profond. Le cinquième enjeu, je termine par là, la question du terrorisme. Vous comprenez pourquoi Compaoré avait transformé le Burkina en capitale des terroristes? Mais à cause des écoutes, on le tenait. Si tu ne fais pas, on va te livrer au monde. Tu as tué Sankara. Le gars était obligé d'être celui qui protégeait les terroristes que la France cachait au Burkina Faso pour qu'ils aient perpétré leurs crimes. Vous comprenez aujourd'hui la suite. Pourquoi le Burkina Faso brûle, M. Ngos, brûle. Pourquoi le président Marc Roch-Christian Kaboré est tenu jusqu'ici, depuis qu'on a découvert que le Burkina c'est une nappe pétrolière. La France veut ça. Le pays brûle. On retourne les agents que Compaoré a longtemps fabriqués et hébergés pour le compte de la France et pour se protéger. On le retourne aujourd'hui contre le Burkina Faso. Mais est-ce que les Africains peuvent tirer les leçons de l'histoire?
est-ce que le président Marc-Christian Kaboré, que nous soutenons alors que son pays ploie sur ce crime organisé par la France, est-ce que les gens vont tirer les leçons de l'histoire? Est-ce que les élites africaines vont tirer les leçons de l'histoire? Que collaborer avec la France, collaborer avec l'Occident contre les peuples est vain. Président Madakani, sur le continent africain, il y a toujours des conspirations. On va toujours de conspiration en conspiration. Et tout à l'heure, le docteur Jean-Paul Bellec parlait justement de Sun Tzu, qui est l'auteur de l'art de la guerre. Et sans oublier bien sûr César, qui ont une politique extraordinaire, qui est d'ailleurs une politique bien calquée sur le continent africain, le diviser pour mieux régner. Doit-on demeurer justement dans cette logique? N'est-il pas aujourd'hui de bon ton de changer, que les Africains comprennent immédiatement que l'objectif de l'Occident, c'est toujours de nous diviser? Pour changer, il faut remporter la guerre idéologique. Oui. La guerre philosophique. 3A, propriétaire des dossiers, Oui. je viens de le rappeler, vient de soulever une question importante. La capacité à écrire notre histoire nous-mêmes, à l'interpréter, à le conceptualiser par nous-mêmes, en passant par la figure de Sankara. Quel est le projet qu'il portait? J'y reviendrai. C'est fondamental. Monsieur Ngoud, la question est simple. Hein? Oui. Tant que nous n'arrivons pas à diagnostiquer sérieusement pourquoi nous sommes dans ce que nous sommes, ça ne marchera pas. Et le génie de l'Occident, génie maléfique bien sûr, je l'ai toujours dit. Même dans votre coup de gueule, vous avez d'ailleurs souligné ce détail. Tout à fait. Le génie de l'Occident, c'est d'avoir fabriqué le nègre. Le nègre, c'est pas le noir. Il y a une guerre là. Exactement. Il y a une guerre dans ça où les gens disent qu'il nous faut assumer le nègre créé par le blanc. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, ça ne marche pas. Parce que le nègre, c'est un sosie qu'on a fabriqué pour nuire au noir. Pour nuire au noir. Mais c'est clair. Je vous dis pourquoi, soyons concrets. Quand vous avez des gens comme la Chine Bembe, qui vous disent que l'esclave, qui a la propriété de son maître, peut être responsable de ses actes en plein esclavage, il y a un problème. Parce que dit là très sérieux pour ça. Ouais. Ça veut dire que vous avez des gens à Chine Bembe, soit des intellectuels. Au lieu de faire son commerce doucement, il ose se passer pour quelqu'un qui peut éclairer les Africains. Alors que c'est lui qui est dans les ténèbres les plus profondes. Faire croire qu'il y a un esclave, qui est en situation d'esclavage. C'est-à-dire que les propriétés de son maître peut être responsable de ses actes. Pour dire quoi? Que l'Afrique est un esclavage, ça n'a jamais cessé. Ça n'a jamais cessé, c'est ça le problème. Et pendant qu'on est en esclavage, le maître se donne le droit, par la violence, la force, la ruse, d'écrire notre histoire à notre place. Monsieur ici, il faut couper d'abord la tête du maître d'esclave. J'ai dit couper sa tête. Il faut couper la tête physiquement du maître. Avant de commencer à faire quoi que ce soit. Tous ceux qui veulent raconter des histoires qui contournent là, pour dire que l'esclave est responsable de son sort plus que le maître, ils ont un problème. Ce sont des nazis. Parce qu'ils n'ont aucune humanité en eux à la fin. Mais il faut quand même avoir un peu de compassion pour celui qui souffre. Un peu de compassion. C'est ça aussi notre humanité. Avoir de la compassion pour celui qui souffre. Parce que c'est insemblable. Nous avons eu indiqué par le passé que le maître lui-même il est malade. Et il faut le guérir de sa maladie qui consiste à défigurer l'humain dans l'esclave. Le maître c'est un malade. Le nazi sont des malades. Tous les dirigeants européens là sont des malades mentaux. Hein, en commençant par le jupitérien qui est en France. Parce que ce sont des esclavagistes. Et l'esclavagiste est le premier malade qui a sur cette terre. Parce qu'il esclavagise, il défigure l'humain dans l'autre. Donc, ils sont tous malades. Et c'est quand l'esclave coupe la tête du maître qu'il participe à sa guérison. À la guérison du maître. C'était important de faire cette précision. Pour revenir, Merci. Pour revenir à votre interpellation majeure, à savoir la question du projet qu'incarnait Sankara. Mais c'est extraordinaire ce que vous venez de dire, c'est clair. C'était un panafricaniste. Ça veut dire quoi pour résumer en mots très simples? Un panafricaniste, c'est quelqu'un qui coupe la tête du maître de l'esclave. Il coupe sa tête pour guérir les deux. Et l'esclave et le maître. Et le maître, oui. Pour que la liberté émerge. Pour que la vie émerge. C'est ça le panafricanisme. Je parle en langage simple. Pas le gros mot pour effrayer les gens, rien du tout. Couper la tête du maître. C'est ça le panafricanisme. Et Sankara l'a fait par son héroïsme, son éloquence. C'est qu'il incarnait même aussi par son génie politique. Et par les performances de son gouvernement. Les performances. On n'a pas parlé de ça. Quand les gens nous vantent la bonne gouvernance aujourd'hui, et l'Afrique est en train de mourir dans la bonne gouvernance, c'est-à-dire, tu dis que en fait, c'est l'esclave qui dit que non. Je gouverne ma maison comme le maître a dit. Une gouvernance ostracisée. Oui, ne mets pas la cuillère ici. Je ne veux pas voir la serviette ici.
range bien la serviette ici, range la cuillère bien ici. Je ne vais pas te voir dépenser 3 sucres à la place de 4 sucres. C'est ça la bonne gouvernance. Mais c'est même pire, c'est-à-dire que c'est l'esclavage au niveau, le stade le plus élevé. Quand Sankara a démontré, en comptant sur nous-mêmes, qu'on peut se développer. En 4 ans, il a changé la vie des Burkinabés. En 27 ans, le pouvoir, qu'on pourrait enfoncer les Burkinabés, et il s'enrichissait, lui et son clan villageois. Ce sont des faits. On va également oublier, président Badakani, le rapprochement de Thomas Sankara avec Cuba, qui lui donnait justement des conseils comment vivre et comment développer justement son pays. Là encore, c'est l'autre problème qu'a créé d'ailleurs Sankara auprès de la France. Appelons ça un problème, mais c'est ce qu'il va falloir faire, puisque ce n'est pas un problème. Oui. Pourquoi? Parce que non, c'est important. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Il faut bien que nous éclairions nos téléspectateurs. J'insiste parce que les journalistes, les intellectuels stipendiés par la France, des gens comme la Chine Bembe, disent que c'était le romantisme révolutionnaire. Et que non, il ne faut plus rêver comme ça. Il faut être pragmatique. Mais c'est le rêve en termes de comparaison, performance. Le rêve a dépassé le pragmatisme de très loin. Le pragmatique comparé a fait quoi pour les Burkinabés? Comparons au rêveur Sankara. Et en Afrique, quel est le bilan des pragmatiques? Et quel est le bilan des rêveurs? Dans l'histoire de l'Afrique, ceux qui ont fait avancer l'Afrique en tout temps, c'était les rêveurs. Les pragmatiques en tout temps ont toujours trahi et détruit l'Afrique. Regardez en Afrique tous les pragmatiques, les Ouattara et comme ça, regardez-les, les pragmatiques. Au détriment des révolutionnaires. L'Afrique c'était un rêveur. Mais voilà, il faut le dire, c'est important parce que la déconstruction intellectuelle et mentale qui est au cœur de cette affaire, si ce n'est pas fait, on tourne en rond. Sankara incarnait ce projet. C'est même plus que la terre mondialisme. Il était un précurseur. La terre mondialisme vient après. Il était au-delà de ça. Parce que quand vous convoquez l'alliance avec le Cuba, c'était quoi? Dans le cadre d'universalisation de son projet. Justement. C'est-à-dire, les combats de panafricanisme, c'est le combat de tous les hommes de la terre. Nous ne luttons pas seulement pour l'Afrique. Le panafricanisme n'a aucun avenir si seulement pour l'Afrique, parce que les problèmes du monde sont globaux. Il nous faut nous occuper de tous les habitants de la terre. Sankara avait compris ça. D'où les alliances progressistes. Sankara était un vrai progressiste. C'est-à-dire, cette philosophie sankariste, c'est la philosophie révolutionnaire au sens noble du mot. C'est tout. La révolution, c'est quoi? C'est qu'on n'accepte pas dans un pays que les richesses soient confisquées par une minorité. C'est des prétextes divers. C'est de partager la richesse. C'est de démocratiser l'économie. Ce que personne ne veut faire. On parle de démocratie politique sans démocratiser l'économie. C'est-à-dire que c'est de cela qu'il s'agit. Sankara dit qu'un autre monde est possible. Longtemps avant les athlètes mondialistes, un autre monde est possible. C'est-à-dire, on peut faire mieux que le capitalisme. On peut faire mieux que le conservatisme mondial incarné par le capitalisme. Il a dit et il a démontré. Mais ce rêve-là ne peut pas mourir. Ça ne peut pas mourir, monsieur Ngoz. Il y a... quand on a fini de dire ça, les Africains doivent résoudre, de mon point de vue, deux problèmes fondamentaux. Tout à l'heure, le professeur Belek a soulevé la question de la dette. Mais, fondamentalement, aucun pays africain n'est endetté. Je dis, il faut que ça soit clair. Il n'y a pas de dette. La dette, là, c'est le vol. Et il faudrait un jour ne plus payer cette affaire. Il faudra un jour ne plus le payer. Et le problème, c'est de savoir comment construire. C'est un jeu de casino, la fameuse dette. Hein. Non, c'est-à-dire que comment construire la dynamique de non-paiement de cette dette. Exactement. Pour inverser de manière que c'est l'Occident qui paye, qui nous rembourse. Mais ce n'est pas le rêve, ça va se faire. Ça demande seulement de l'intelligence géopolitique. C'est pas compliqué, on ne peut pas tout dire sur un plateau. Tu dis, c'est pas compliqué. Nous, on sait comment faire ça. C'est tout. Pourquoi est-ce que le terrorisme, c'est seulement l'Afrique? Pourquoi on ne peut pas rendre les pays occidentaux ingouvernables? On peut le faire. Qui a déjà réfléchi à ça? Comment rendre la France ingouvernable? Je voudrais vous rappeler que les Palestiniens, à un moment donné, l'ont fait. Oui. Sur Havel et Arafat. Quand ils ont compris. Même l'Algérie. Hein. Clair. Ils ont rendu la France. Les bombes explosaient tous les jours en France. Ils ont obligé la France à inventer ce qu'on appelle la politique arabe de la France. Pourquoi les Palestiniens avaient réfléchi? C'est pas compliqué. Hein? Nous ne posons pas les vraies questions géopolitiques. Pourquoi le feu chez nous et les Français sont tranquilles? Les Américains sont tranquilles. C'est pas compliqué. Ça ne demande pas beaucoup. Ça ne demande même pas les armes. On met le feu chez eux. Ça va arriver. Ça va se faire. C'est pas compliqué. Construire une dynamique pour payer la dette. Pourquoi on le paye pour la dette? Parce qu'il n'y a pas de dette. C'est eux qui nous doivent. C'est eux qui nous doivent, M. Ngoz. Exactement. Ce n'est pas nous qui les devons. Mais ça arrive dans le deuxième problème. Je terminerai par là. Messieurs, plus que 21 minutes pour sortir de cette édition. Le problème fondamental de nos sociétés, c'est quoi? Qui doit diriger chez nous? Qui est apte à diriger? Comment accède-t-on au pouvoir? Les sociétés africaines doivent régler ce problème. Alors, ce n'est pas la démocratie occidentale. Les nazis ne sont pas des démocrates. Maintenant, on le voit.
Il n'y a pas de démocratie nulle part dans le monde. Ces pays-là n'ont jamais été démocratie. Maintenant, la démocratie, même en Afrique. Et donc, on voit comment on gère le coronavirus quand même en Afrique. Les gens ne sont pas confinés. On n'a pas supprimé les libertés en Afrique. C'est un fait. En Europe, les libertés sont supprimées carrément. Ça n'existe pas. L'Europe a retrouvé sa vraie nature, l'État nazi. L'État nazi. C'est clair que les faits sont là. Parce que le coronavirus, pour eux, ils disent qu'il n'y aura plus jamais un retour à la normale. N'oubliez pas ça. Donc, c'est une société nazie. C'est une vraie culture qui est là. Donc, il nous faut régler ce problème. Comment la sphère de pouvoir qui doit diriger? On ne peut plus accepter qu'on nous place n'importe qui au pouvoir. C'est pas normal. Qui doit placer quelqu'un au pouvoir. Mais c'est clair. Vous ne sortirez pas de là sans couper la tête du maître esclavagiste. On va tourner en rond. Il faut réfléchir comment couper sa tête. Et sa tête là va tomber bientôt.